Et donc, passons à notre dernier joueur du jour, le joueur le plus fort de cette QV, évidemment, et aussi peut-être celui qui va être le plus difficile à classer, on ne sait pas. Russell Westbrook, évidemment, 10 saisons sur la décennie pour notre ami Russell Westbrook. Alors, 9,5 en vrai, on va en parler. 25 points de moyenne sur la décennie, 8,7 assists sur la décennie en moyenne, 35 minutes de jeu par match aussi, c'est plutôt pas mal. Plus de 25 000 minutes en tout sur la décennie, c'est le 4e total de cette décennie. 714 matchs, c'est pas mal aussi. 9 fois All-Star sur la décennie, c'est pas mal également, 9 fois All-Star sur 10. Il n'y a que l'année 2014 où il n'est pas All-Star, mais parce que notamment il est blessé au moment des votes. Donc ça pardonne pas. 9 fois All-NBA aussi, hein. C'est plutôt pas mal aussi. Ouais. 2 fois All-NBA First Team, 5 fois All-NBA Second Team et 2 fois All-NBA Third Team. Donc voilà, au niveau du CV, 9 All-Star et 9 All-NBA sur 10, ça va, c'est pas mal. Au niveau des comparaisons de draft, pour NBADraft.net, eux, c'était un mix entre... Alors, t'es prêt, hein, tu t'accroches. Hein. Pour eux, c'était un mix entre Rajon Rondo et Monta Ellis. Voilà, pour eux, c'est ça, Westbrook. Merci NBADraft.net. Et Draft Express, le meilleur scénario possible pour eux, attention, ça va faire mal. Pour eux, le meilleur, c'était Leandro Barbosa. Le meilleur possible. Ah ouais. Et le pire, c'était Shannon Brown. Tu sais, le role-player extrêmement explosif des Lakers. Ouais. Donc, je pense qu'il est allé un peu au-delà du meilleur scénario. Mais bref, alors au niveau surnom aussi du basketball référence, Brody, on le connaît tous. Russ, évidemment. Beast Brook, qui est pas mal aussi, hein, qui n'a pas non plus pris, mais Beast Brook, c'est pas mal. Et évidemment, Mr. Triple Doubles, on le connaît tous également. Ouais. Donc, pas de surnom loufoque hein, pour Monsieur Westbrook, que des surnoms qu'on connaît bien. Et donc, son parcours rapidement, avant qu'on disserte un peu sur le joueur. 22 ans au début de notre décennie, puisque 4e pick de la draft 2008. Hein, il faut se souvenir que c'est un peu un reach à l'époque. Hein, il était attendu plus bas, mais finalement, OKC le prend assez haut. Et donc, tout ça pour dire aussi qu'en 2011, il a déjà fait ses gammes. Hein, c'est plus un très très jeune. Il est déjà à 35 minutes de jeu sur cette équipe d'OKC, titulaire évidemment. 22 points et 8 assists dès la première année de la décennie. En playoff, c'est l'année où OKC va enfin en playoff et passe des tours. Et donc, finale de conférence contre Dallas de Dirk Nowitzki. Ils perdront ces finales de conférence, malheureusement. 2012, 23 points de moyenne pour Westbrook et seulement 5 passes. Moins de passing cette année-là en 2012. En playoff, finale NBA contre Miami, évidemment. 2013, toujours 23 points et 7,5 assists de moyenne. En playoff, ça s'arrête contre Memphis au deuxième tour, mais pour lui, ça s'arrête au premier tour contre Houston, avec la blessure qui est un peu causée par Patrick Beverley qui se jette sur sa jambe. Sur un moment où Westbrook allait demander le temps mort. Et donc, ligament croisé. Ce qui d'ailleurs, c'est la fin de sa série, puisque jusque-là, c'était Iron Man. Hein. Westbrook n'avait jamais manqué un match de sa carrière, donc de 2008 à 2013. Et 2014, étonnamment, alors il ne fait que 46 matchs, parce qu'il revient aussi de blessure, mais justement, en fait, il rejoue dès le mois de novembre. En fait, il joue dès le 3e ou 4e match de la saison. C'est juste que, donc, ce qui est quand même assez dingue, hein, vu qu'il s'est pété le genou, de revenir depuis le mois revenir aussi vite, depuis le mois de avril ou mai jusqu'à octobre-novembre. C'est assez dingue. Mais il manquera du temps en plein milieu de la saison. Et donc, il ne fait que 46 matchs. Et donc, c'est pour ça que je parlais de demi-saison tout à l'heure. 22 points, 7 assists de moyenne sur cette demi-saison, on va dire. Et d'ailleurs, je pense que le fait que lui n'ait joué qu'une moitié de saison, ça a aussi pas mal aidé la candidature de Kevin Durant, du coup, au MVP 2014. Mais bref, en playoff, ça va jusqu'en finale de conférence contre San Antonio, les Spurs. 2015, du coup, cette fois, c'est Kevin Durant qui est blessé. Il ne fait qu'une vingtaine de matchs, Kevin Durant. Du coup, c'est l'année plein pouvoir pour Russell Westbrook. On l'oublie pas mal cette année-là, mais c'était les premières prémices du Westbrook qu'on allait avoir plus tard. Hein. De ce qui allait suivre. Je sais pas si tu te souviens, mais au printemps 2015, on avait pas mal d'explosions comme ça de Westbrook qui faisait des perfs énormes qu'on lui connaissait pas. C'était les premiers signes d'une équipe menée par Westbrook, qui d'ailleurs qui ne fera pas les playoffs cette année-là. Une équipe sans Kevin Durant avec Westbrook, ça fait pas les playoffs. Ils se font doubler sur la fin par les Pelicans. Les Pelicans avec le shoot d'Anthony Davis du milieu de terrain. Exactement, oui. D'ailleurs, contre Casey, d'ailleurs, ça fait du mal. Les Pelicans de Davis et notre ami Tyreke Evans, évidemment. Meneur titulaire de cette équipe. Et donc 2016, Kevin Durant revient et donc de nouveau grosse armada pour OKC. 23 points, 10 assists pour Russell Westbrook. En playoff, ils upset San Antonio, la grosse équipe de San Antonio, deuxième tour. Ils mènent 3-1 contre les Warriors, mais malheureusement ils sont revenus. Ils perdent la série donc en finale de conférence contre les Warriors. Incroyable. On connaît l'histoire. Et puis ensuite,
eh ben, Kevin Durant s'en va. C'est un peu la free agency scandaleuse de cette décennie. Et donc 2017, il a les pleins pouvoirs du côté d'OKC, notre ami Westbrook. 31 points de moyenne, plus de 31 points de moyenne même. Et en plus, 10 assists par match. Ça va, c'est pas mal. Bon, malheureusement, ça tombe contre le Houston de James Harden au premier tour des playoffs 2017. 2018, il y a l'échange avec Paul George qui arrive, donc une meilleure armada que l'année d'avant pour notre ami Westbrook. 25 points de moyenne, 10 assists toujours pour lui. En playoff, ça tombe contre Utah au premier tour, malheureusement. Le Utah d'un rookie, Donovan Mitchell. 2019, toujours Paul George et Westbrook, et toujours 23 points, 10 passes pour Westbrook. Avec les rebonds. Oui, aussi, effectivement. En playoff, ça tombe contre Portland de Lillard au premier tour. De Lillard et Kanter, évidemment. Oui. Et puis, été 2019, il y a tout qui pète à OKC, il y a Paul George qui va aux Clippers. Et lui, il s'en va à Houston dans un échange pas inexplicable, mais un échange très bizarre, puisque c'est Houston qui a donné des pics pour acquérir Westbrook en échange de Chris Paul. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Et donc 2020, une dernière année à Houston, dans un Houston avec plus de spacing pour lui, 27 points de moyenne par match, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là niveau production brute, comme d'habitude. Et en playoff, malheureusement, ça tombe contre les Lakers de LeBron James et Anthony Davis dans la bulle. Et donc voilà pour cette décennie extrêmement complète pour notre ami Westbrook. Et c'est vrai que c'est un profil qui est difficile à juger, et peut-être, je sais pas, tu vas me contredire, mais le joueur le plus polarisant de cette décennie peut-être. Oui, certainement, puisque voilà, si on est à l'arrivée vraiment de l'avènement des analytics, et Westbrook, c'est pas un joueur qui est analytics friendly. Alors oui, je pense que Westbrook, c'est vraiment un joueur qui est joueur de joueur, c'est-à-dire que on va beaucoup valoriser la charge qu'il est capable d'absorber et le côté heavy lifting et le volume qu'il est capable de porter sur son dos, malgré un plafond qui au final sera bas. Là où il y aura plus une valorisation, en tout cas sur la deuxième partie de la décennie, de joueurs qui sont capables de faire un peu moins, mais qui ont un côté un petit peu plus scalable quand ils n'ont pas les moyens d'être une première option assez efficace pour justement permettre d'avoir une attaque élite et du coup une structure offensive bonne, quoi. Ouais, non mais effectivement je pense que c'est un joueur sur lequel on peut trouver des avis extrêmement différents, donc oui. Avec des extrêmes des deux côtés, évidemment. Donc ça rend son évaluation un peu difficile, mais je pense qu'il faut aussi d'abord essayer de bien avoir en l'esprit que, en tout cas de bien séparer peut-être les différents Westbrook qu'on a eu durant cette décennie, parce qu'on n'a pas toujours eu un peu la caricature de la fin de la décennie du Westbrook héliocentrique à plus de 40% d'usage et qui fait des triple-doubles et qui est omnipotent et tout ça. On n'a pas tout le temps eu ce Westbrook-là, mine de rien. Donc d'ailleurs, pour dire, au niveau de... Malgré tout, on n'a pas toujours eu 40% d'usage, mais en tout cas, on a toujours eu plus de 30. Hein, donc toujours un énorme volume sur cette décennie. Pendant les 10 ans, au-dessus de 30%, 32, 33, 34, 38, 31, 42, 34, 31. Donc toujours des usages et des volumes de responsabilité de stars, hein, carrément. Et par contre, c'est vrai que pour un peu lier avec l'efficacité, et c'est un peu tout le nœud du problème, c'est que on est toujours au niveau de la moyenne, au niveau de trop shooting plus, donc de l'efficacité au niveau du scoring individuel. Donc on est à moins 1%, plus 2%, pile à la moyenne, plus 1%, pile à la moyenne, plus 2%, pile à la moyenne. Pour 2017, on est pile au niveau de la moyenne, hein, donc l'année où il fait les triples-doubles. Et puis ensuite, après donc 2017, cette fameuse année, l'efficacité, là pour le coup, elle chute à carrément moins 6% par rapport à la moyenne, moins 10% carrément, et moins 5% pour l'année à Houston, hein, où il y avait eu un peu un narratif Westbrook est fantastique. Oui, il y avait la production brute, mais l'efficacité n'était plus là, et on avait commencé un peu à avoir un début de déclin peut-être, et c'est vrai que la question de l'efficacité, elle est un peu centrale dans le débat Westbrook. Oui, c'est ça va dépendre à quel point tu pondères l'efficacité, même si je trouve que, tu vois, d'être au niveau de la moyenne avec un tel volume, je trouve que il faut lui donner quand même du crédit de pouvoir assumer une telle charge et de pas être limite plus bas, quoi. Puisque plus tu as des ballons, plus tu as du volume à assumer, plus tu as des chances de faire des erreurs, de perdre des balles et tout ça. Et c'est vrai que, comme vous revenez souvent sur la notion de coup d'opportunité, franchement, Westbrook, c'est vraiment le joueur où tu te dis que
Franchement, là, la notion de coût d'opportunité, ça devient quand même important vu le volume et l'importance en fait qu'il prend dans le jeu et tout ce que tu ne peux pas faire quand lui, il est là en fait. Oui, oui, tout à fait. Aussi grand soit-il. Oui, oui. Bah, en fait, c'est aussi un joueur qui, mine de rien, était quand même assez peu flexible dans la manière de l'utiliser, dans la manière où tu peux le combiner avec d'autres, hein, finalement. Parce qu'il y avait un peu, à la fois dans la période où il a été très héliocentrique, donc c'est une formule qu'on utilise pour dire que tout tourne autour de lui, hein, un style de jeu où le joueur est omnipotent. Donc il y avait ce style de jeu-là après le départ de Kevin Durant où c'était un peu l'homme à tout faire et très peu flexible, hein, très peu de jeux sans ballon, très peu de 3 points, très peu de capacité d'optimiser d'autres joueurs sur le terrain quand lui n'a pas la balle. Et puis même à la période Kevin Durant, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait toujours ce truc, on disait, mais comment ça se fait que Kevin Durant est le meilleur joueur des deux, mais c'est celui qui prend le moins de tirs des deux. C'était un peu un truc un peu bizarre. Et sur le côté coup d'opportunité, et je te rejoins, effectivement, sur un énorme volume, c'est vrai que déjà être au niveau de la moyenne, c'est bien. On dit pas que Westbrook est un mauvais joueur. C'est juste que y en a qui, sur un volume qui est équivalent, un énorme volume, il y en a qui font du plus 5%, plus 10%, plus 15%, voire même plus 20% pour les tout meilleurs, hein, les LeBron, Curry ou Kevin Durant. Et plus 10, plus 15, c'est des Harden. Et plus 5, on est sur du Paul George, cette catégorie-là. Et ensuite, on a pile au niveau de la moyenne, on a Russell Westbrook, quoi. Donc c'est vrai que la question en fait, l'avis de chacun sur Westbrook dépend aussi de à quel point est-ce qu'on pondère le côté coût d'opportunité, donc à quel point est-ce que c'est intéressant de donner la balle par rapport au retour, et à quel point est-ce qu'on pondère le côté et l'importance, en fait, de l'efficacité dans notre évaluation, en fait, hein, très simplement. C'est ça. Surtout qu'au final, Westbrook, vu que c'est quelqu'un qui a très peu de valeur sans ballon, ben c'est peut-être la pire deuxième option que tu peux avoir au final. Hein. Puisque Oui. en fait, réduire son rôle, ben, ça pose une problématique de qu'est-ce que tu fais quand il n'a pas la balle et qu'il est sur le terrain avec les autres joueurs, puisque c'est un joueur qui ne participe pas à l'attaque quand il n'a pas la balle en main, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu le suivais, toi, déjà un peu, ou tu connais un peu son profil de draft avant qu'il arrive au KC. Oui, un tout petit peu, puisqu'il jouait avec Collison. Il jouait avec Collison en Oui. meneur titulaire. Il jouait deux avec Kevin Love Et du coup à Jrue l'UCLA. aussi dans l'équipe, si je dis pas de bêtises. Ah non, Jrue c'est peut-être l'année d'après. Non, c'est l'année d'après, effectivement. Non, c'est Collison et Kevin Love et notre ami Luc Mbamute aussi. Oui, il est toujours là. Mais bref, donc oui, Darren Collison, qui a ensuite fait une plutôt bonne carrière en NBA, était le meneur titulaire et lui, il se fait drafter en tant que role-player poste 2 défensif. Exact. Défensif et jeu sans ballon. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout ça qu'on a eu en NBA en fait. Hein. On a eu, malheureusement, il a un peu abandonné ce côté jeu sans ballon. Mais par contre, c'est vrai qu'on a eu un développement de son arsenal et de ses skills qui a été assez dingue. Hein. Ça, c'est quand même fou de voir de là où il part et jusque là où il est arrivé. Ça, c'est assez remarquable. Après, c'est vrai que malgré ses progrès faramineux, en fait, il partait de vraiment assez bas, je trouve. Et en un sens, je trouve que le niveau technique n'a jamais été au niveau de son explosivité et de son capital athlétique, qui était lui absolument démentiel, quoi, malheureusement. Incroyable. Je trouve que il était pas aussi technique, pas aussi skillé, pardon pour cet anglicisme, qu'il était en fait balèze offensivement en termes de qualité athlétique, mais à la limite, c'est pas très grave, quoi. Mais c'est vrai que sur le côté manque de jeu sans ballon, ça a été un peu problématique, c'est vrai. Ça a été un peu problématique. Et bon, il y a des problèmes de toucher de balle aussi qui, je pense, sont un peu intrinsèques à son profil. C'est pas une qualité que tu peux améliorer facilement, vraiment le toucher pur. Et ce qui fait que, voilà, notamment, pas toucher de balle, t'es pas très bon sur le jump shot, t'as pas ce doigté, cette adresse pure. Et tu vois, même sur drive, ce manque de toucher, ce manque de technique, un peu de technique, un peu plus en nuance, de maîtrise et tout ça, en fait, ça n'a jamais été un driver, un slasher d'élite. Alors, en termes d'efficacité et de productivité sur ces drives, hein, en termes d'impact, élite, absolument élite. Par contre, en termes d'efficacité en fin de drive, il n'a jamais été aussi bon que ce qu'on aurait pu souhaiter ou ce que certains highlights pouvaient suggérer peut-être. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, si dunkait pas, il fallait finir autrement qu'en dunkant et qu'il y avait du contact, c'était beaucoup plus difficile en fait. C'est vrai que au moment d'absorber peut-être les contacts ou de devoir finir devant un défenseur, il était un petit peu plus en difficulté. C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on peut retenir. Mais après, moi,
c'était vraiment un phénomène athlétique exceptionnel. C'est-à-dire que là, on voit, mais quand tu regardes les matchs de 2015, 2016, enfin, tu dis, mais personne ne peut rester en face de ce gars-là. Hein. En fait, oui, parce qu'en plus, on connaît aussi un Westbrook beaucoup plus costaud sur la fin de décennie, beaucoup plus épais. Mais au début, il était beaucoup plus fin. Comme tu dis, il n'a pas toujours été costaud à ce point. Mais le côté fin faisait aussi qu'il était à ce point plus explosif aussi, hein, parce que plus léger, en fait. Clairement. Et ça a été vraiment une machine à production statistique. Ça, on peut pas l'enlever. Et malheureusement pour lui, le côté efficacité et le manque de scalabilité, malheureusement pour lui, ça dévalue beaucoup en fait son profil, bien que ça a été vraiment une superstar de la décennie, quoi. Ouais. Ça le dévalue par rapport au gratin du gratin, quoi. Voilà, c'est ça. Il va quand même atterrir très très haut dans le classement, je pense. Enfin, on va en discuter, mais moi je l'ai quand même très haut. Pareil. Et après, bon, je trouve qu'au niveau technique, c'était pas parfait. C'était surtout un monstre athlétique. Alors, qui était bon, hein, évidemment. Là, on compare avec des standards qui sont très hauts, hein, vous comprenez, mais le niveau technique n'était pas à ce point fabuleux, au même niveau que le côté athlétique. Le côté prise de décision aussi, malheureusement, qui a toujours été un peu remis en question des deux côtés du terrain, d'ailleurs, attaque comme défense, scoring comme passing également. Mais bref, pour enchaîner aussi un peu avec le passing, maintenant qu'on a pas mal parlé du scoring, hein, beaucoup de volume, mais finalement avec une efficacité pas si rentable que ça, malheureusement. Le passing, je trouvais que la prise de décision, pas top, pas toujours top. La créativité, bonne, mais pas non plus une créativité d'ultra élite, hein, si on peut le formuler comme ça. Qui a quand même progressé, tu vois, par rapport à ses débuts, il a quand même bien évolué là-dessus. Tu vois. Bien sûr. Ah non, mais j'ai très bonne créativité, mais pas au niveau de certains élites, quoi. Je veux dire, certains le top 5 de la NBA, quoi. Donc, prise de décision un peu moyenne au niveau du passing, la créativité très bonne, mais pas fantastique. Le volume, la palette de passing, très bonne, pas non plus incroyable. Mais, et je crois que c'est important d'insister sur ce mais, pour moi, c'est clairement sa force principale, c'est le passing, en fait. Et en fait, plus que le passing en lui-même intrinsèquement, c'est sa capacité d'être un véritable moteur offensif pour toutes les attaques où il a été. C'est un joueur qui avait beaucoup de faiblesses, qui avait beaucoup de défauts. On les a énumérés au niveau du scoring notamment, mais on ne peut pas lui enlever le fait que c'était un des tout meilleurs moteurs offensifs qu'on ait pu avoir en NBA sur cette décennie, en termes de le fameux cassage de défense. C'est-à-dire on a un état stable avec que des 1 contre 1, enfin en tout cas chacun est sur son attaquant d'un point de vue de la défense, et lui avec son drive, il va venir casser la défense, créer des décalages de par son impact sur drive, de par des pick and roll, de par plein de choses. Et c'est comme ça qu'en fait ça a pu être un moteur à décalage, hein, un moteur de jeu tout simplement. C'est comme ça qu'on crée du jeu, c'est comme ça qu'on crée des tirs ouverts pour ses coéquipiers. C'est comme ça, c'est avec des joueurs comme Westbrook, et Westbrook était un des tout meilleurs. Et on parle beaucoup du scoring, et c'est un sujet très polarisant parce que certains mettent en lumière le volume, d'autres l'efficacité. Bon, moi je suis un peu entre les deux, même si j'accorde quand même beaucoup d'importance à cette inefficacité, malheureusement. Donc je pense que j'accorde plus d'importance à l'inefficacité que toi, j'ai l'impression. Mais on parle beaucoup du scoring, mais peut-être pas assez du passing, je trouve, parce que, encore une fois, pour moi, c'était sa véritable force, c'était d'être un véritable casseur de défense et un moteur à décalage. Oui, clairement, même sur le côté distribution, c'est-à-dire que, en fait, si Westbrook avait autant de talent pour créer ses tirs que pour les finir, je pense qu'il serait, vraiment dans le gratin top 3, quoi. S'il avait pu avoir autant de talent entre la création du tir et la finition. Et sauf que, malheureusement pour lui, il y a un gros delta. Je pense que ça doit être le joueur qui a le plus de delta entre les capacités qu'il a à pouvoir faire des différences très rapidement et la prise de décision ensuite, une fois que le décalage est fait entre le scoring et le passing. Après, je me dis aussi, le scoring n'est pas parfait, mais en même temps, sans ce scoring-là, on n'aurait pas non plus le passeur qu'il a été. Dans le sens oui, je vois. Par rapport à la menace, tu penses ? C'est ça, voilà. En fait, pour encore une fois, j'insiste, c'était un des meilleurs casseurs de défense pour moi, un des meilleurs moteurs offensifs de la décennie, et d'assez loin, mais parce que pas que sur le côté le passing intrinsèque. C'était pas, en fait, il allait pas t'inventer des passes magiques et fantastiques de nulle part. Il avait pas trouvé des angles merveilleux que personne n'aurait pensé ou ce genre de choses. C'est pas tant le passing en lui-même, c'est plutôt un très bon passing, mais qui est aussi bien exploité de par
une dangerosité au scoring, en fait. C'est ça, en fait, qui fait toute la différence pour moi, c'est cette agressivité et ce côté, insister sur le scoring, qui fait que tu attires des aides, tu attires des rotations, tu provoques le chaos dans une défense, tu provoques ce genre de schéma, enfin tu perturbes ce genre de schéma, et c'est comme ça que tu arrives ensuite ça débloque plein de fenêtres de passing. Et pour moi, c'est ça en fait c'est une question assez centrale, et c'est pour ça que le profil est aussi un peu ambigu, parce qu'on se dit, mais en fait le scoring il est pas efficace, il faudrait qu'il prenne moins de tirs, et je suis d'accord. Mais en même temps, s'il prenait moins de tirs, il n'aurait pas ce degré de dangerosité, et du coup il n'aurait pas ce même impact au passing. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, clairement. Et puis, même, tu vois, même dans la façon dont il est défendu et les angles que lui doit attaquer, c'est-à-dire que Westbrook, alors là, ça a un petit peu changé parce qu'il est vraiment très, 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 très maladroit. Mais en tout cas, quand tu vois dans la décennie, les coachs avaient peur, en fait, du côté volume de Westbrook. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui allait pas forcément mettre dedans avec une très forte régularité, le fait qu'il était capable d'attaquer un close-out, de créer en sortie de décalage, et aussi de mettre de la pression sur la défense et beaucoup de pression au cercle, ça faisait forcément réagir la défense, et ça lui apportait une certaine gravité, alors qu'il n'a pas de shoot, quoi. Il n'a pas de finition. Ouais. Alors, il avait quand même un petit pull-up à mi-distance, mais il n'était pas efficace. C'était pas régulier, en fait. C'était très... Pour reprendre un mot cher à Antoine, c'était très sinusoïdal, en fait, sa réussite à mi-distance, c'est-à-dire qu'il allait en mettre. À part sur sa saison, par exemple, tu vois, la saison MVP, où dans le clutch notamment, il était totalement inarrêtable sur tu vois, un peu le petit jeu à mi-distance en fin de match, où il faisait les différences pour arriver, en fait, à faire une équipe qui partait avec un peu un déficit de talent, à leur faire gagner les matchs à bout de bras, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais moi, c'est vraiment là où j'insiste, mais pour moi, c'était sa meilleure qualité, et qui, je trouve, n'est pas assez soulignée, c'est cette capacité à créer du jeu pour l'équipe. Et d'ailleurs, moi, je pense que je suis peut-être un peu plus bas que la moyenne sur Kevin Durant dans ce rôle-là de porteur de balle, mais Durant a beaucoup profité. Il a pu ne pas s'occuper de toute cette création collective, parce que Westbrook le faisait, en fait. Oui, clairement. Et tu vois, tout à l'heure, je rigolais, j'envoyais une petite punchline. Westbrook en seul maître de l'équipe, ça faisait pas les playoffs en 2015. En fait, Kevin Durant tout seul aussi, il y avait certaines limites aussi. C'était compliqué, c'était aussi compliqué. D'ailleurs, je crois que c'est contre vous, contre Memphis en 2013. Il se fait sortir. C'est ça, ouais. Kevin Durant sans Westbrook, il n'y avait pas la même capacité à driver l'attaque. Durant était un finisseur absolu qui a des efficacités là où Westbrook est à peine à la moyenne. Kevin Durant, il va taper du plus 15, plus 20 par rapport à la moyenne, ce qui est absolument fantastique et parmi les meilleurs de l'histoire, d'accord. Mais tu donnes les clés du camion à Kevin Durant, tu dis vas-y, tu fais des drives encore et encore, tu fais des pick and roll encore et encore, et tu améliores l'offensive rating de l'équipe. Il peut pas le faire aussi bien. Enfin, c'est pas le même métier, quoi. Et donc les deux se complémentaient plutôt bien. Pas mal, quoi. Ouais. Et donc encore une fois, vas-y, je t'en prie. Et même, tu vois, pour aller continuer dans ce sens-là, hein, mais quand tu regardes par exemple un gars comme Bradley Beal, alors ça rentre pas forcément dans la décennie, mais un gars comme Bradley Beal a fait l'une de ses meilleures saisons offensives aux côtés de Westbrook, et même Paul George, en fait, qui fait sa saison top 5 MVP aussi aux côtés de Russell Westbrook, qui est un peu le même, quoi. Oui. Alors Paul George, je trouve, a un peu plus de création balle en main, mais il aime bien aussi ne pas être tout le temps balle en main. Et effectivement, la valeur de Westbrook était aussi assez intéressante. Alors, en plus, dans ces années-là où il était un peu moins scoreur, en plus, quand il y a eu Paul George, et un peu plus dédié au passing. Mais vraiment, c'est un point que je trouve pas assez souligné sur Westbrook. On se chamaille toujours sur le scoring, alors qu'en fait, on souligne pas assez le passing, quoi, finalement. Alors, c'est aussi un passing qui avait des défauts. Hein. C'était pas un passing, on va dire, cérébral, peut-être. Et tu vois, le côté manipulation de défenseurs de haut niveau, comme peuvent avoir des LeBron James ou des porteurs de balles d'élite comme ça, il l'avait pas, je trouve, mais parce que voilà, il avait pas ce niveau-là. Et il y avait aussi un côté déchet, un niveau turnover, évidemment, qui était aussi présent. Donc le passing n'était pas parfait, mais tu vois, comparer Westbrook à un shooter comme un scoreur comme DeRozan, qui est lui aussi à peine au niveau de la moyenne sur des grands volumes, c'est ça qui fait toute la différence, quoi. C'est que Westbrook était un vrai moteur d'équipe, là où DeRozan, c'était juste un scoreur qui faisait des trucs dans son coin, quoi. Et ça fait quand même une bonne différence. Il y a une vraie différence. Alors après, c'est vrai que, malheureusement,
pour revenir un peu au scoring, l'efficacité chutait quand même pas mal en playoff, malheureusement. Aussi, oui. Encore une fois, je sais qu'on en parle beaucoup pour James Harden, et je tiens à nuancer sur James Harden. C'est aussi le cas pour Westbrook, et ça tombe à chaque fois à des niveaux quand même plus bas, quoi, en termes de... Ça tombe très bas, quoi. C'est-à-dire que James Harden, il passe de élite à seulement bon ou moyen. Westbrook, en playoff, ça tombait de bon à très en dessous de la moyenne, quoi. Là, je vois des 12e centiles, 7e centiles, 23e centiles, 5e centiles en playoff 2020 avec Houston. Bon, il y a quand même une chute d'efficacité qui est significative pour Westbrook en playoff, donc c'est quand même important à noter. Et pour finir aussi, au niveau de la défense, qu'est-ce qu'on en pense, Tom, de la défense et de la décennie défensive de Westbrook? On va dire que c'est une décennie défensive plutôt théorique en vrai, hein, pour Westbrook. Dans quel sens? Par rapport aux outils qu'il avait, je trouve que c'est décevant qu'il n'ait pas pu faire mieux que ce qu'il a fait, quoi. Ouais. Irrégulier, peut-être, on peut dire. Alors. Oui, c'est ça. Mais après, je sais même pas si c'était vraiment une histoire... J'avais vraiment la sensation parfois que c'était une histoire d'effort. Que, tu vois, il se dit, bon, c'est pas grave, je scorerai sur la possession d'après, tu vois. Oui, il n'avait pas un moteur défensif, comme on dit, de très haut niveau, mais c'est vrai que je sais pas si c'est théorique, parce que, enfin, je comprends ce que tu veux dire, hein. Il y a eu beaucoup d'absences, mais il y a quand même des flashs où des fois ça se concrétisait de manière très belle, hein, le côté défensif. D'ailleurs, je crois que c'est contre Memphis aussi qu'il fait une interception au buzzer, là. Enfin, il fait un game winner sur Mike Conley, il pique le ballon à un match 5 crucial en 2014. La série est à 2 partout, il fait une interception. Bref, il y avait des flashs comme ça, très intéressants, mais je te rejoins sur le côté déjà irrégulier, même sur la défense, sur l'homme, très irrégulier. Et sans ballon, voilà. Ouais. Ball watching. Ouais, voilà. Irrégulier pour être gentil et parfois mauvais pour être un peu méchant. Mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lacunes de ce côté-là. Là encore, bon, je sais pas à quel point est-ce que on va devoir le pénaliser pour ça par rapport à son importance offensive. Oui. Mais effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas tout le temps souligné avec Westbrook. C'est que il a été, on va dire, première moitié de la décennie, très irrégulier pour moi, et même dans des affrontements, même j'ai revu des finales de conférence 2012 contre les Spurs, bah, tu vois, même il y a des fois il se fait dépasser par Tony Parker. Bon, Parker était dans son prime, mais bon, voilà, il y a des fois c'est des trucs un peu faciles, tu dis, mais non, mais t'as le potentiel athlétique pour faire plus, quoi, et tu le fais pas, quoi. Donc il y a ce côté irrégulier première partie de décennie, et par contre, je trouve qu'on parle pas assez du fait que à partir du moment où Kevin Durant est parti, on était plus trop sur de l'irrégulier, qu'on était vraiment sur du mauvais, en fait, hein, en termes de défense, je sais pas si... Avec la charge offensive qui a augmenté, bah, du coup, la défense a disparu. Ouais. Après, il est quand même sauvé par des flashs, de temps en temps, des flashs d'élite, des flashs de très bonnes actions, en tout cas. Ouais. Mais ouais, en plus, il y avait un côté gamble aussi, comment on dit en français, pardon, faire des paris. Joueur parieur, côté parieur, Mais bref, donc avec tout ça, on a quand même 3700 minutes de playoff, c'est le 11e total de la décennie, donc plutôt pas mal. Évidemment, on parle d'un monstre de cette décennie. Où est-ce qu'on l'imagine du coup dans ce classement? Moi, je l'avais entre 5 et 8. Alors, 5 et 8, donc en 5e pour l'instant, on a Paul George, Anthony Davis 6, Damian Lillard 7, Jimmy Butler 8. Ouais. Donc tu l'avais dans ce groupe-là. Et moi, je l'avais dans ce groupe-là. Un chapeau en dessous, Chris Paul et Kawhi. C'est ça. Pas dans le même chapeau. Non, pas dans le même chapeau. Pas dans le même chapeau. Ouais. Par rapport à la notion d'efficacité qui est quand même importante. Même si, tu vois, comme je l'ai dit, hein, moi, je le pondère un petit peu moins, tout simplement parce qu'il y a tellement de volume, puisque ce que lui fait, c'est aussi parce que, en fait, moi, je parle du principe que, par exemple, dans un match de basket, disons, il y a, je sais pas moi, c'est comme une recette de cuisine, t'as 50 pull-up, 30 catch and shoot et tout ça. Et je me dis que si tu lui enlèves des shoots à lui, bah tu vas pas lui enlever un pull-up pour un catch and shoot, mais c'est pour un pull-up d'un autre joueur qui est peut-être moins bon aussi, tu vois. Donc du coup, je donne un peu de enfin, pour la notion de coût d'opportunité, je pénalise moins en fait le côté potentiellement qui aurait pu avoir une meilleure action. Oui, tu veux dire, si on lui enlève 5 pull-ups, en fait, on va les donner à Anthony Moreau et à Carl Butler d'OKC ou à Andrew Robertson, et finalement, il vaut mieux que ce soit Westbrook qui prenne les pull-ups, quoi. Voilà, c'est un peu ton raisonnement. C'est ça. Ouais, je comprends. Non, je l'avais aussi dans cette zone-là.
Je l'avais dans cette zone-là, donc je répète, hein, on a du Paul George 5, Anthony Davis, Damian Lillard et Butler. Je l'avais quand même au-dessus de Wade, hein, qui a quand même beaucoup moins de longévité. Au niveau de t'avais une place précise ou t'étais juste, tu te disais grosso modo dans la zone? Dans la zone, je pense que peut-être un peu en dessous de Paul George, notamment pour la défense à l'aile, même si il y a le côté première option et gros volume, parce que encore une fois, hein, on parle vraiment c'est pas, tu vois, la différence qu'il y a entre 25 et 30, pour moi, elle est plus importante que la différence qu'il y a entre 20 et 25, tu vois. Oui, oui. Tu vois, comme ça, j'étais en train de me dire, moi je l'avais avec Damian Lillard, du coup. Ouais. Alors, au-dessus, en dessous, je ne sais pas. Je l'avais devant Jimmy Butler parce que Butler tarde à avoir des gros volumes, mine de rien. Profil hyper polyvalent et tout ce que tu veux, mais sur des saisons régulières, il a jamais eu des volumes de stars, à part à la fin à Miami sur une année, je crois. Donc je l'avais pour sûr devant Butler. Je l'avais pour sûr dessous Paul George, je pense. Quoique, en valeur cumulée, il fait quand même 10 ans, ou en tout cas 9,5. Je ne sais pas, ouais, je sais pas. Puisqu'au final, Paul George, il a quelques années en moins avec son problème de blessure, au final. Oui, et puis en plus, il commence dans la décennie. Il est plutôt role-player, quoi. Oui, il est role-player un petit peu, ouais. Ou alors, alors après, du coup, parce que Lillard n'est pas un peu bas. Sur le duel, d'ailleurs, Lillard-Westbrook, comment tu te situes, toi? Pour moi, c'est quasiment kiff-kiff. Je préfère un peu Westbrook. Je préfère un peu Westbrook. Ouais. Mais je pense que Lillard, ça se tient, et puis l'efficacité est meilleure. Mais je trouve que, tu vois, Westbrook, si tu prends toute la décennie, en valeur cumulée, c'est au-dessus. Puisque Lillard, tu vois, il arrive en 2012. Alors, il est bon vite. Ouais, mais ça, il a 8 saisons contre les 10 de Westbrook, ouais. Tu vois, quand il arrive, tu vois, Westbrook, limite, il est déjà au NBA, quoi. Oui, il est déjà au NBA, c'est sûr. Ouais. Oui, alors Lillard, c'est un peu l'anti-Westbrook, c'est-à-dire efficacité excellentissime que n'a pas Westbrook, mais par contre, Lillard n'a pas ce côté création de jeu collectif. Ouais, pas de playmaking, mais pas autant, beaucoup moins de playmaking, beaucoup moins de playmaking. Et aussi peut-être à cause de la gravité aussi. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais Lillard a toujours eu des systèmes de Théristote pour créer le jeu, quoi. C'était pas lui qui allait driver le jeu, quoi. Donc c'est un peu l'anti-Westbrook. D'ailleurs, en défense, c'était pas beaucoup mieux, non plus. Et comme tu dis, ouais, c'est vrai, 8 saisons de Lillard, 10 de Westbrook, donc faisons le passer au-dessus de Lillard. Et sur le côté, Anthony Davis, Paul George, alors Anthony Davis, est-ce qu'il y a duel ou pas? Après, Anthony Davis, en termes de volume et de panier non assisté, j'ai un peu de mal aussi, tu vois. Ouais, non, on peut continuer. Alors, on continue à le monter. Donc, devant Anthony Davis. Devant Paul George et Kawhi, ou pas? Non, je pense pas que je lis devant Kawhi, franchement. Le pic de Kawhi est trop haut, tu vois. Ouais, mais tu vois, Kawhi, finalement, il y a des années où il est pas là, quoi. Parce que déjà, il se fait drafter en 2011, donc il est pas là en première saison. Et puis ensuite, il y a une saison aux Spurs où il fait n'importe quoi. Je crois qu'en termes de minutage total, il est 81e de la décennie. Ouais, et il commence role-player aussi, Kawhi, c'est vrai. Il commence role-player. En fait, ouais, oui, je crois que j'irais carrément le mettre derrière Chris Paul, en fait. Hein. Ouais. En termes de valeur cumulée, en fait, finalement. En termes de valeur cumulée, ouais, il passe CP3. Enfin, il passe juste derrière CP3. Je pense que si tu me donnes une saison, je préfère Kawhi, je préfère Paul George, je préfère Anthony Davis. Mais en termes de valeur cumulée, c'est l'exercice du jour. Je pense qu'il faut qu'on le mette là. Hein. On le met derrière Chris Paul. Et on est d'accord que Chris Paul aussi a 10 saisons pleines, hein, donc il n'y a pas trop photo. Ouais. Ok, est-ce que ça te va? Ouais, ça me va. T'as Presti qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 4. Incroyable. Oui. oui. Merci Kendrick Perkins d'avoir détruit. Merci Perkins. Enfin, Perkins c'est ok ici aussi, hein, mais bref. Ok, faisons ça alors pour notre ami Westbrook. Je ne sais pas pourquoi je dis notre ami Westbrook à chaque fois, mais je le dis. Parce que tu l'aimes bien. Non, notoirement, en plus, je suis pas hyper fan, mais bon, il faut quand même lui reconnaître sa vraie valeur, quoi. Exactement. Donc petit quiz pour finir. Donc c'est un qui est sur le terrain.
qui est sur le terrain. Alors, je vais voir, parce que j'en ai deux. Je vais voir si t'es chaud ou pas. En tout cas, j'en ai un. Nous sommes le 28 novembre 2010. Nous sommes au tout début de la décennie. C'est un poster dunk de Russell Westbrook. Je me suis amusé à aller retrouver un truc comme ça. Il est magnifique. Poster dunk sur Shane Battier. Donc, c'est un OKC Houston. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? OKC Houston, 28 novembre 2010. En 2010. Alors, OKC, c'est facile. OKC, il y avait peut-être Jeff Green. Ouais, exactement. Durant. Ouais. Collison, vu qu'il est toujours là. Non, pas Collison. Non, je crois qu'on est en début de troisième quart-temps, donc titulaire. Et il te manque deux, mais vraiment les deux, c'est du classique de chez classique. L'intérieur défensif de cette équipe d'OKC, le titulaire qui est dans le classement d'ailleurs. Serge Ibaka, bah oui. Serge Ibaka, oui, évidemment, Serge Ibaka. Et puis, c'est Folocha. Exactement, c'est Folocha. C'est Folocha, ouais. Et donc là commencent les ennuis avec le Houston du 28 novembre 2010. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain 2010. À côté de Shane Battier? Il y a qui en 2010 à Houston? Alors, on a quelqu'un de très très bien classé dans notre saga, le meneur. Le meneur à Houston. Kyle Lowry? Exactement, Kyle Lowry est sur le terrain. Il était déjà à Houston, Kyle Lowry? Ouais, tout à fait. Il n'a pas fait de vieux Memphis, hein. Il arrive encore en 2009? Oui, parce qu'il se fait drafter 2006 par Memphis et il arrive rapidement à Houston. Donc Lowry, Shane Battier, un pivot, mais un tout petit pivot, très connu pour Chuck ça. Hayes. Exactement, Chuck Hayes est sur le terrain, notre ami Chuck Hayes, le tout petit Chuck Hayes. Lui aussi, c'est notre ami. Oui, pardon. On a un intérieur international. Scoreur, effectivement, il y a la même allitération. Scoreur argentin. Ah, Luis Scola. Exactement, oui. Luis Scola. Et puis on a un poste, d'ailleurs un arrière shooter qui sera dans le trade de James Harden. Ah, Kevin Martin. Exactement, Kevin Martin. Il avait déjà quitté Sacramento, Kevin Martin, tiens. Ouais, il était déjà là. Il se fait trader la saison d'avant, saison 2010. Ah, ok. Dans l'échange de Karl Landry, enfin l'échange de Kevin Martin, bref. Et donc Kyle Lowry, Shane Battier, Chuck Hayes, Luis Scola et Kevin Martin. Oh là là. Voilà comment Houston a commencé la décennie. Je crois qu'un peu plus tard dans l'année, il y a du Goran Dragic qui va arriver. Mais bref, j'en avais un deuxième si t'es chaud pour un deuxième mini-quiz. Encore un kick est sur le terrain. Évidemment, action la plus marquante de la décennie pour Westbrook, le fameux match à Denver. Donc nous sommes le 9 avril Deep 2017. Shot, got it. Exactement, le tir au buzzer pour un triple-double à 50 points pour le match qui te fait passer à avoir le record de triple-double. C'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est un scénario hollywoodien. Un gros money time. Ouais, mais si on l'écrivait pour un film, en disant il va se passer tout ça en même temps avec tous ces enjeux-là, on dirait non mais c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est pas réaliste. Donc est-ce que tu es capable de me citer les joueurs sur le terrain à ce moment-là? Si Denver, donc il y a forcément peut-être Jokic. Non, il ait pris des fautes. Non, c'était pas Plumlee. Jokic sur le... Exactement, Plumlee, ouais. Ok. Murray, alors? Murray, ouais. Millsap? Non. Un autre arrière défensif qui a été très prometteur et qui ensuite s'est blessé. Ah, Gary Harris. Gary Harris est là. Et les deux ailiers de Denver, c'est deux ailiers qui étaient arrivés dans le trade de Carmelo Anthony. Donc deux anciens de New York. Ok. Wilson Chandler et Exactement. Et oui, et Gallinari, exactement. Et du coup, côté OKC, est-ce que tu te souviens de qui est dans cette équipe d'OKC 2017? OKC, en 2017, il y a Oladipo. Ouais, effectivement, sur le terrain. Il y a Sabonis, mais je pense qu'il doit être sur le banc, peut-être. Ouais, il est sur le banc. Il y a Steven Adams. Oui, Steven Adams est là. Je crois qu'il y a Ilyasova, non? Alors, pas sur le terrain. C'est le poste 4, c'est un poste 4 athlétique qui, derrière, a fait du Denver, qui a voulu se tester à Détroit, qui aujourd'hui est à Portland. Ah, Jeremy Grant. Oui, Jeremy Grant. Exactement, Jeremy Grant. Et le dernier, c'est un champion NCAA avec Duke. Et vraiment assez longiligne, assez fin, qui commence à Détroit. Il se fait échanger dans l'échange de Reggie Jackson, il me semble, et du coup, il arrive à OKC. Si je te dis Kyle... Ah, Kyle Singler. Exactement, Kyle Singler. Kyle Singler est sur le terrain. Et sa coupe de cheveux. Et donc voilà pour ces deux petits kickés sur le terrain pour deux actions très marquantes. Alors, l'action marquante contre Denver et le poster sur Shane Battier, allez le voir, il est assez sympathique, hein. Allez sur YouTube. Tapez Westbrook Battier, vous allez voir, vous verrez bien.